Merci beaucoup. Bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez tous bien. Et du coup, oui, je me présente. Je m'appelle Christine Moron. Je suis psychologue, psychothérapeute. Je travaille dans un cabinet privé à Nyon. Et puis aujourd'hui, on va parler de la solitude. Donc, je vais essayer de faire une présentation assez brève et puis simple de ce que c'est la solitude, des risques que ça a, pour pouvoir garder un temps de questions-réponses à la fin qui soit intéressant pour tout le monde où vous pouvez participer. Mais ça va être assez dense, donc accrochez-vous. Alors, hop, c'est drôle, ça marchait avant. Ah, voilà, quand même. Donc, qu'est-ce que c'est que la solitude? La solitude, déjà, c'est un sentiment subjectif. Donc, c'est ce qu'on ressent. C'est le sentiment subjectif négatif en lien avec cette carence qualitative ou quantitative du lien social. Euh, ça, ça peut être ressenti même si on a des relations avec des autres, même si on voit du monde, on peut ressentir cette solitude, cette émotion négative de solitude. A contrario, l'isolement social, c'est l'absence ou la pauvreté objective de contact social. Ça veut dire que clairement, la personne n'a pas de lien ou très peu de lien avec d'autres. Cet isolement social peut être très bien vécu. Il y a des gens qui aiment être un peu isolés, qui aiment ce calme, qui aiment être tranquilles. Du coup, la solitude, c'est cet aspect négatif de ce sentiment négatif et c'est cette solitude qu'on va plus parler aujourd'hui parce que c'est ça qui a des implications sur le bien-être de la personne. Donc, les risques de la solitude. Il y a beaucoup, beaucoup de risques de la solitude. Déjà des risques physiques. On n'y pense pas forcément, mais les personnes qui sont seules, qui ressentent cette solitude et du coup cette émotion négative de solitude, ont une mortalité plus élevée, ont plus de maladies cardiovasculaires, plus de diabète également, ont un risque plus élevé de chute, de malnutrition, de carence en vitamine D, de fragilité et globalement une diminution du système immunitaire. Tout ça s'explique souvent en lien avec une dépression ou des maladies plus psychiques. Du coup, au niveau mental, clairement, la dépression, c'est ce qui vient en premier, parce qu'on disait très bien, la solitude, c'est ce sentiment subjectif négatif de ce manque de lien social. Et forcément, ce manque de lien social peut peser sur le moral et créer une dépression. Ça peut aussi augmenter l'anxiété, le fait d'être seul. On se met à beaucoup plus ruminer, à beaucoup plus penser, mais qu'est-ce que j'aurais dû dire, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Et on peut augmenter l'anxiété. Le risque le plus gros à ce niveau-là, c'est le risque suicidaire, qu'on parlera largement après. Il y a aussi une augmentation souvent des consommations, que ce soit tabac, alcool, drogue, ou même les psychotropes, c'est-à-dire les médicaments que la personne peut prendre pour s'apaiser. Certaines personnes prennent plus de médicaments justement pour pouvoir moins ressentir cette peine et cette difficulté. On trouve aussi chez les personnes qui ressentent cette solitude une augmentation des risques de d'autres troubles psy comme les troubles alimentaires, les troubles du sommeil, mais plus globalement une diminution du bien-être et souvent aussi une diminution de la compliance au niveau des médicaments. C'est-à-dire que la personne qui a normalement une posologie de médicaments assez claire va être moins enclin à prendre ses médicaments correctement à heure fixe. Et ça, c'est clairement en lien avec la dépression aussi. Bien, au niveau social, c'est assez logique. Quand on se sent seul, il y a une augmentation du nombre d'hospitalisations et puis de consultations ambulatoires, avec forcément une admission précoce en EMS et un
appauvrissement encore plus des contacts sociaux. Donc, le fait d'avoir peu de contacts sociaux, on déprime, on se replie un petit peu sur soi-même et après coup, on a encore moins de contacts sociaux. Donc, c'est un vrai cercle vicieux. Bien, on continue sur cette thématique. J'ai été trop vite. L'évaluation du risque suicidaire, parce que clairement, c'est le risque principal de la solitude. C'est souvent ce qui fait aussi le plus peur quand on est un aidant, quand on a contact avec des gens qui sont seuls. Il y a cette crainte que la personne passe à l'acte. Donc, comment évaluer ça pour pouvoir prendre les mesures nécessaires au cas où la personne aurait cette envie, ce besoin suicidaire. Donc, premier pôle à faire attention, c'est les facteurs de risque. Au niveau des facteurs de risque, le facteur de risque principal, c'est les antécédents. Les antécédents de tentamen, de tentative de suicide ou de menaces suicidaires. C'est un facteur très important. Maintenant, la plupart des suicides qui sont accomplis, donc qui vont jusqu'au bout, n'ont pas été précédés par des tentatives. Donc, à faire attention quand même aussi. Par ailleurs, les facteurs de risque pour le passage à l'acte suicidaire, c'est d'être de sexe masculin, c'est-à-dire que la plupart des personnes qui vont jusqu'au bout sont des hommes, surtout chez la personne âgée. C'est surtout des hommes qui passent à l'acte. Et puis, le fait d'être célibataire, de vivre seul et d'avoir un sentiment marqué de désespoir sont aussi des facteurs de risque importants. On passe au deuxième point, donc l'évaluation du risque suicidaire. Il y a ce premier point, facteur de risque. Il y a le deuxième point, les signaux d'alerte. Donc, qu'est-ce qui doit vous faire dire, OK, là, il faut que je passe à l'acte. Il faut que je fasse quelque chose pour cette personne qui ne va pas bien. Typiquement, quand vous voyez quelqu'un, s'il y a une perte ou un gain de poids qui est non désiré, non expliqué par la personne, ça peut être une variable qui doit vous poser question. Si vous remarquez aussi une fatigue importante avec une augmentation, une diminution du sommeil, une diminution de la concentration, que les personnes, elles n'arrivent plus vraiment à réfléchir, à avoir un discours fluide et cohérent, c'est aussi des choses qui doivent un peu vous poser la question de elle va moins bien. Est-ce qu'elle va moins bien à cause qu'elle est déprimée et suicidaire ou pas? La diminution du plaisir, bien sûr, c'est aussi un critère important. Si la personne elle avait plaisir à prendre son petit café en milieu d'après-midi, à faire sa balade, et puis qu'elle ne le fait plus, c'est aussi un signal assez important. Et puis, ce qu'il faut faire très attention à ce moment-là, c'est vous êtes quand même en première ligne. Vous voyez la personne assez régulièrement. Si tout d'un coup, vous voyez que son humeur s'améliore de façon non expliquée, il n'y a rien de spécial qui pourrait expliquer que ça va mieux, là, c'est une urgence vitale. C'est-à-dire qu'il faut absolument appeler les urgences psychiatriques à ce moment-là. On observe ça très souvent quand les personnes suicidaires ont pris la décision de passer à l'acte. Ok, ça va pour l'instant? Alors, on continue. Donc, comment aider dans ce cas de figure? Hop. Mais je vais essayer de passer au suivant. Voilà. Alors, ça va aller. Donc, la grande question, la question la plus difficile à aborder peut-être, c'est comment ouvrir le dialogue avec la personne le bénéficiaire que vous voyez, comment faire en sorte de pouvoir oser parler de ce genre de sujet un peu complexe. Il n'y a pas de méthode miracle. Il y a plein de petites astuces et peut-être que la base vraiment
le plus important, c'est d'établir une relation de confiance. C'est-à-dire que si la personne n'a pas confiance en vous, elle ne va pas oser vous dire ce qui la taraude, ce qui lui fait peur, ce qui est difficile pour elle. Donc, elle doit avoir confiance en vous. Et pour avoir confiance, il faut être quelqu'un sur qui elle peut vraiment compter. C'est-à-dire que si vous dites que vous venez le mardi à 3 heures, c'est important que vous soyez là le mardi à 3 heures. Surtout pour des personnes qui sont seules et pour qui vous êtes peut-être le seul lien social qu'ils ont de toute la semaine, qu'ils attendent avec impatience. C'est très important d'avoir cette régularité-là. Et ça permet d'avoir cette relation de confiance notamment. Ils ont choisi ce service, ils ont choisi de travailler avec vous pour avoir un lien plus proche, que ce soit en termes d'âge, de vécu, d'expérience. Et donc, c'est nécessaire pour que le bénéficiaire puisse vous parler de ce qu'il ressent. Il doit avoir confiance en vous. Et surtout, il doit pouvoir sentir que vous êtes assez solide pour exprimer son mal-être. S'il voit que dès que vous commencez, il commence un peu à dire qu'il ne va pas bien, vous fuyez la conversation, clairement, il ne va pas pouvoir s'ouvrir à vous. Deuxième point, ce qui est important et qui est une vraie aide aussi, c'est l'écoute active. Qu'est-ce qu'on entend par écoute active? C'est le fait de vraiment écouter l'autre à 100%, sans penser à autre chose, sans penser à après je dois faire ça, ou avant je dois faire ça, ou d'habitude il se passe ci ou ça. C'est vraiment être sur le moment présent et que sur le moment présent. Dans l'écoute, sans jugement, dans l'acceptation de l'autre, sans vouloir le changer en quoi que ce soit. Et ça, c'est vraiment déjà une aide importante. On n'a pas l'habitude vraiment d'être dans une écoute active. Souvent, on fait quelque chose en même temps. On parle en faisant la vaisselle ou quand on discute avec quelqu'un, on a une autre pensée. Et les personnes le ressentent que l'autre n'est pas totalement disponible. Donc, l'écoute active est un autre outil très important pour pouvoir aider les personnes qui se sentent seules. Ça leur montre qu'elles ont de la valeur pour quelqu'un qui écoute complètement ce qu'ils ont à dire. Le troisième point qui peut aider, le troisième petite astuce qui peut aider, c'est normaliser. 35% des personnes âgées ressentent de la solitude. Et 50% des gens, donc une personne sur deux, a déjà eu des pensées suicidaires. Donc, c'est des choses qui sont communes, qui sont normales, qui arrivent. Rien que normaliser ça fera que la personne pourra se sentir écoutée, comprise dans ses difficultés. Un autre point qui est important, surtout avec les personnes qui sont un peu seules, c'est d'être authentique. Donc, dire vraiment ce que vous ressentez. Dire, mais écoutez, monsieur, je m'inquiète pour vous. Je vois que vous êtes souvent seul. J'ai l'impression que vous vous ennuyez un petit peu. Dire ce que vous ressentez, vraiment. Et d'autant plus que parler de vous, ça paraîtra beaucoup plus naturel, beaucoup moins comme une critique ou comme une attaque. Par exemple, si vous dites j'ai l'impression que vous n'avez pas beaucoup de contact avec l'extérieur, ça va être moins pris comme une attaque que si vous dites vous ne voyez personne. Donc, n'oubliez pas de parler de vous, de ce que vous observez, de ce que vous ressentez, de l'inquiétude que vous avez pour la personne. Comment aider aussi dans ce cas de figure? Et ça, c'est peut-être le point le plus difficile, c'est d'arriver à poser vos limites. Vous n'êtes pas des psychologues et il y a des choses qui peuvent être à la limite et difficiles. Donc, il faut pouvoir doser ça. Donc, que ce soit en termes de limite de temps, limite de compétences, limite de moyens aussi à disposition, vous ne pouvez pas venir
voir la personne, le bénéficiaire, tous les jours, toute la semaine, juste parce qu'il est seul, c'est pas possible. Donc, poser des limites, ça va vous aider vous et ça va aider l'autre aussi à trouver d'autres sources pour sortir de son isolement. Quelque chose qu'on utilise souvent en psychologie, en psychiatrie, c'est la mise en place de contrats pour éviter de passer à l'acte. Donc ça, c'est avec les personnes qu'on sent être un petit peu à la limite, qui ont peut-être des envies suicidaires, des pensées suicidaires. Et là, c'est un peu de leur dire, OK, j'entends que vous n'allez pas bien du tout. Est-ce que c'est possible pour vous de ne pas faire de bêtises jusqu'à ce qu'on se voie dans 3 jours? Est-ce que c'est possible, vous pouvez tenir cette promesse-là ou pas? Et puis, si vous voyez que la personne hésite, là, c'est lui dire, OK, moi, je ne me sens pas à l'aise de vous laisser comme ça. Il va falloir que vous demandiez de l'aide ailleurs. Ou bien lui proposer de vous demander de l'aide aussi. Et puis, une fois qu'on a passé ce cap-là, on a passé ce cap d'avoir cette relation de confiance, avec cette écoute active, d'être authentique avec la personne, que la relation se passe bien, on peut commencer à encourager la mise en place de petits objectifs quotidiens. Donc, par exemple, faire une promenade un peu plus longue que d'habitude, ou bien téléphoner à un membre de sa famille, ou bien inviter un voisin à venir prendre le café. Ça peut être plein de petites choses pour resociabiliser la personne. Maintenant, ces objectifs, c'est important que ce ne soit pas vous qui les fixiez pour la personne. La personne est quelqu'un d'adulte, de majeur, qui sait ce qui est bon ou non pour elle. Donc, c'est à elle de trouver ce qu'elle pourrait ou non faire, ce qui lui correspond ou non, ce qui pourrait l'aider vraiment pour sortir de son isolement. Dans l'idéal, l'encourager à avoir une activité extérieure et une activité sociale. Donc, 2 activités différentes, une activité à l'extérieur, que ce soit pour la remobiliser physiquement, pour lui donner pour la stimuler aussi un petit peu, et puis une activité sociale pour justement la sortir de cet isolement qui est si lourd des fois à porter. Certaines personnes ont besoin d'avoir des objectifs concrets, ça les aide énormément à avancer. Ça pourrait être, par exemple, voilà, je reviens vous voir dans 3 jours. Qu'est-ce que vous pourriez faire dans 3 jours d'ici à ce que je revienne pour vous permettre de voir un peu quelqu'un. Donc, en étant le plus concret possible avec des objectifs clairs et définis. Bien. Et puis ensuite, il y a les aides externes. Alors, les aides externes pour les personnes isolées, il y a Prosenec Toutet, il y a les assistants sociaux de la région, il y a plein de choses. Je vous ai mis après des liens sur quelques liens possibles pour ces aides externes. Ensuite, ce qui est important, c'est s'il y a des idées suicidaires, vous pourrez proposer un suivi psychologique, psychiatrique, si ce n'est pas existant. Si par contre, il y a des idées suicidaires avec une ébauche de projet, donc par exemple, j'ai envie de me suicider, j'en ai marre, je suis tout seul, j'en ai marre de cette vie, je vais prendre tout ce qui me reste de médicaments. Donc, il y a une ébauche de projet. Là, la consultation psy devient urgente. Et puis, c'est le moment de mettre justement, comme je vous ai dit avant, un contrat. Et puis en disant, il faut que vous voyiez quelqu'un pour vous aider. Moi, je ne peux pas vous laisser comme ça. Et puis, par contre, si les idées suicidaires avec le projet sont précis, ça veut dire, c'est bon, j'ai fait mon choix, je ne peux plus vivre comme ça tout seul. J'ai décidé de partir, c'est beaucoup mieux pour moi comme ça. Je vais prendre tous les médicaments qui me restent et puis je vais le faire demain soir ou ce soir. Là,
Par contre, c'est une urgence psychiatrique et il faut appeler l'ambulance. Bien, on a choisi un thème très léger ce soir. Allez, on continue. Ça me fait bizarre de ne pas avoir vos retours en fait en direct. Je n'ai pas l'habitude. Hop. Ensuite, les risques pour vous, en fait, pour vous les intervenants. Il y a deux risques majeurs. Le risque de rupture de dialogue avec le bénéficiaire et il y a le risque de tout ce qui est fatigue de compassion, burn-out ou dépression pour vous. Donc, la rupture de dialogue avec le bénéficiaire, ça peut arriver si vous avez été trop rapide, par exemple. Ah, vous êtes triste? Est-ce que vous êtes suicidaire aussi? Est-ce que vous avez déjà un projet? Comment vous allez faire? Donc, d'aller trop vite, ça va donner à l'autre l'impression qu'il n'est pas du tout écouté. Pas écouté dans sa détresse, pas écouté dans son ressenti. Et puis, du coup, il va plus vouloir vous parler. Donc ça, c'est un risque assez... On a cette tendance-là de vouloir aller vite pour pouvoir comprendre à quel point c'est difficile. Et puis, on a un emploi du temps, il faut qu'on aille voir quelqu'un d'autre aussi. C'est des fois difficile de se réfréner en disant, là, il est en train de me raconter quelque chose d'important. On va le laisser faire à son rythme. Et puis essayer de comprendre vraiment ce qu'il ressent. Un autre point qui peut amener les gens à une rupture de dialogue, c'est quand on essaye de donner des conseils. Ah, mais monsieur, il fait beau aujourd'hui, vous devriez sortir. En plus, ça vous ferait du bien, ça vous ferait rencontrer des gens. C'est assez infantilisant. On a une tendance tous, même moi, à le faire. Et c'est quelque chose à réfréner assez, de façon importante parce que la personne va se sentir un peu pas écoutée non plus, pas compris, et puis infantilisée. C'est pas agréable quand on nous dit ce qu'on doit faire ou pas faire. On a plus de 3 ans. Donc, on sait assez bien ce qui est bon ou pas bon pour nous. Donc, ça, c'est une difficulté qu'on doit faire attention d'éviter absolument de donner des conseils aux gens. Et l'autre point qui peut arriver qui fait qu'il y a une rupture de dialogue, c'est quand on a été jugeant ou quand le bénéficiaire peut penser qu'on a été jugeant. Hein? Par exemple, en disant, si vous étiez un petit peu plus sympathique ou un peu plus jovial, peut-être que vos petits-enfants ils viendraient un peu plus souvent vous voir. Alors là, je caricature un petit peu, c'est un peu violent comme je le dis, et des fois, on a cette tendance à un peu simplifier, et puis du coup, la personne va se sentir hyper énervée, hyper agacée, et il y a ce risque de rupture de dialogue vraiment. Donc, ça, c'est le risque pour la relation entre vous et le bénéficiaire. Maintenant, le risque pour vous, c'est vraiment de trop s'impliquer. C'est ce qu'on appelle la fatigue de compassion. C'est quand on a quelqu'un qui va pas bien psychiquement et qu'on a envie de sortir de là. Mais on ne peut pas sortir quelqu'un de son fossé sans que la personne le veuille. Et c'est le risque pour les aidants, c'est d'avoir cette envie de tirer les gens vers le haut et puis de se fatiguer à trop en faire. Et c'est c'est néfaste. Donc, c'est nécessaire d'avoir une vie équilibrée. Et puis, donc, entre le travail, votre vie privée, vos activités en dehors, et puis de faire régulièrement le point de la situation. Comment je me sens avec ce bénéficiaire? Est-ce que ça me va la relation que j'ai avec lui? Est-ce que je sens qu'il me prend trop d'énergie, plus que ce que je suis capable d'en donner? Qu'est-ce que je pourrais faire moi pour me protéger un petit peu? Ce qu'il faut faire aussi attention en tant qu'aidant, c'est de ne pas avoir des attentes trop importantes. Les bénéficiaires sont les seuls à pouvoir réellement changer leur vie. Vous pouvez que les accompagner, que les aider ou leur montrer le chemin, les guider, mais c'est à eux de faire ce chemin-là. Vous ne pouvez pas le faire à leur place.
D'autant plus que ça fait souvent de très, 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 très nombreuses années qu'ils fonctionnent comme ça, 50, 60, 70 ans. Donc, leur demander de changer, ça prend du temps. Il faut être tolérant avec ça. Et le fait d'avoir des attentes trop importantes peut vous amener une certaine déception, une certaine aussi, un certain agacement vis-à-vis de certaines personnes qui vous êtes là, mais pourquoi il ne bouge pas? Pourquoi il reste dans cette façon de vivre, toujours en retrait des autres? C'est quelqu'un d'agréable, il pourrait faire tellement plus. Et ça peut amener un certain agacement qui, au final, fait que vous allez aussi prendre de la distance avec le bénéficiaire. Bien, pareil pour vous aussi. Voilà, faites régulièrement le point de la situation. Et si vous avez des difficultés, si vous ressentez que vous arrivez au bout avec quelqu'un ou même avec plusieurs bénéficiaires, essayez de demander de l'aide. Il y a des possibilités d'aménager le travail ou d'améliorer votre qualité de vie à vous pour trouver cet équilibre qui est parfois un peu fragile entre ce qu'on est capable de donner et ce qu'on a besoin pour se ressourcer soi-même. Voilà, donc là, je vous ai mis un peu une bibliographie de livres qui, à mon sens, sont intéressantes. Je pense que vous aurez sûrement les liens après. Et puis, là, il y a quelques sites internet aussi que vous pouvez utiliser pour avoir des idées d'activités ou des idées de comment aider vos bénéficiaires. Donc, il y a Quartier Solidaire, par exemple, qui ont plein d'activités pour les personnes âgées ou même pour les personnes moins âgées. Il y a Paprika, c'est un site internet qui propose des activités physiques pour les personnes dans toutes les régions qui existent. Tavolata, c'est très intéressant, il y en a assez peu en Suisse romande. En gros, c'est l'idée de table d'hôte un peu, où on se fait inviter chez des inconnus pour manger avec eux. Et puis, il y a d'autres sites un peu plus psy, donc que ce soit Santé Psy, Stop Suicide, Prosenec Toutet. Tous ces sites peuvent vous donner des pistes pour aider aussi vos bénéficiaires. En termes de numéros utiles qui sont très importants, il y a bien sûr la main tendue. Je pense que vous connaissez tous. C'est un numéro qui est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, n'importe où en Suisse romande. Et ils sont à l'écoute. C'est des bénévoles qui sont formés pour écouter les gens en détresse. Donc, n'hésitez pas à proposer à vos bénéficiaires de les appeler. Et puis, il y a les urgences médicales. Le 144 pour les cas où il y a une suspicion d'un projet abouti pour un suicide abouti. Ça, c'est 2 sites internet utiles pour vous. Donc, Espace Proche ou la Red Cross. Ça donne aussi des pistes pour comment faire pour garder un peu cette distance et pas vous surimpliquer. Il y a des articles qui sont assez intéressants, surtout sur Espace Proche, que je vous conseille vivement.